Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo, dans ce premier essai. On va essayer de faire une analyse macro. Je vais essayer de prédire sans boule de cristal, bien sûr, je préfère prévenir. Nous sommes le mardi 25 mars 2025 et on va essayer de comprendre en fait ce qui se passe réellement au niveau du marché, parce que là c'est un sacré bazar. On comprend plus vraiment rien parce que tout le monde est ultra pessimiste sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout. Là, on est vraiment à la peine. Ça devient extrêmement compliqué. On voit notre portefeuille qui a pris extrêmement cher. Donc, j'avoue que là, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté, qui sont sorties du marché parce que soit ils se sont fait liquider, soit en fait ils sont sortis du marché sans vraiment sortir, c'est-à-dire juste que leur portefeuille a perdu 80-90% de valeur, et bon, ça va pas remonter. Il y a un moment, c'est qu'ils se sont exposés sur des altcoins par exemple avec de vraiment très faibles market cap, et donc quand on a des altcoins qui ont dévissé, enfin qui ont perdu une valeur de 20 fois leur valeur, ou voire 50, voire même 100 fois, enfin, c'est juste pas possible. Il faut, pour venir juste récupérer le sommet il y a quelques semaines, il faudrait faire en fait un x20, un x50 ou un x100. Autant vous dire que ça va pas arriver. Donc voilà. Et quand je vois en fait tout le monde qui était en train de paniquer au tout début, je me dis, tout le monde parle de tarifs douaniers, etc. Bon, je me dis, c'est qu'une correction, c'est pas si grave que ça. Par exemple, aujourd'hui, je vois l'index Fear and Greed, c'est un index qui calcule en fait la peur ambiante au niveau des marchés, ou l'avidité. Quand l'avidité est au top, généralement il faut vendre parce que du coup tout le monde pense que ça on va continuer et on va jamais s'arrêter. Donc c'est généralement là qu'on a un retournement. Et inversement, quand on est tout en bas, généralement c'est une peur extrême et donc il y a aussi un retournement et on va peut-être remonter vers le nord. Mais il ne faut pas non plus se baser que là-dessus, c'est juste pour prendre une sorte de pouls, la température rapidement. Et quand je vois ça, je me dis, bon, tout le monde parle des tarifs douaniers, tout le monde parle de plein de choses, et finalement, pour moi, c'est qu'une correction. C'est pas dramatique, parce que factuellement, finalement, je me dis, ça va, en fait. Quand on regarde, je sais pas, Solana qui a perdu, on va dire 50%, Link qui a perdu, on est passé de 30 à 15, on est à 50%, NIR, on est passé, 8 à 6, on a un peu plus de 6, il y a quelques semaines, on était à 6, 5, on a fait quoi? Ici, on était à combien? On était à 8, on a perdu plus de 50%, mais ça se tient encore. XRP encore, c'est différent. On est encore sur on est complètement. En fait, tout se tient en fait quand on regarde. On se dit les grosses cryptos finalement elles se tiennent complètement. On est loin de la panique en fait. Je me dis ça va. Et factuellement, on a quoi? On a que des good news. Au niveau des institutions, les institutions, ça y est, c'est officiel et tout le monde parle maintenant d'investir dans du Bitcoin. Il y a une réserve, la réserve fédérale va faire une réserve stratégique au niveau du Bitcoin. Il y a un sommet à la Maison Blanche qui a été tenu avec que des grands noms de la sphère de la crypto, dont Chainlink par exemple, justement qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, la SEC qui était avant complètement anti-crypto et aujourd'hui on change de paradigme, on est complètement à l'inverse, c'est-à-dire que même la réglementation est en train de s'assouplir et aller est en train de souffler dans le bon sens au niveau des cryptos. Et donc quand je vois tout ça, je me dis et pourquoi les gens paniquent? Arrêtez de paniquer, c'est qu'une simple correction et ça va quoi. Sauf qu'en fait je me disais ça, sauf que le portefeuille il grimpe pas en fait, et il continue à descendre, et à un moment je commence à me dire on va commencer à regarder. Donc je regarde un peu plus, je vois qu'actuellement par exemple, ça c'est un autre indicateur qui montre que le Bitcoin est sous-évalué. Je me dis correction, fin, c'est tout, je me dis pas plus moi, sauf que comme mon portefeuille continue à descendre, et en fait je continue, même si j'ai coupé le bruit au niveau de Twitter, etc., parce que j'évite
Parce que si on est continuellement dans le bruit ambiant, on finit par penser comme tout le monde. Et si on finit par penser comme tout le monde, je finis par être super pessimiste. Et je pense que on est dans le bear market, que tout va cracher. Il y a des gens qui parlent de Bitcoin à zéro, ils disent des choses, et là on se dit, c'est un peu la masse, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe et que tout le monde commence à dire même quelque chose qui est faux, hein, peu importe, il y a des expériences qui ont été faites, ou même si vous êtes dans un groupe, c'était quoi l'expérience ? Je sais plus, mais en gros, c'était vous êtes 10, on vous dit de quelle couleur est le ciel. Vous allez dire bleu, vous allez le penser en tout cas. Mais si tout le monde, et vous savez avant, a dit qu'il était vert, et techniquement, il y a beaucoup de biais qui feront que vous direz qu'il est vert aussi. Parce que vous suivez le groupe et parce que c'est humain de toujours vouloir être conformiste, de se conformer au groupe et ne pas être rejeté du groupe parce que se rejeter, c'est l'enfer. Ne pas être conformiste, c'est l'enfer, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que je coupe le bruit. Et donc, au début, je ne m'inquiète pas. Je vois tout ça, je me dis, bon, ça va. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Au bout d'un moment, les biais commencent à arriver. Et je commence aussi à douter, peut-être, à me dire, bon, il se passe peut-être un truc, finalement, les droits de douane, ou j'en sais rien. Il veut coloniser Groenland, et il veut coloniser le Canada. Soit dit en passant, ça, c'est qu'une question de temps, personnellement, mais on pourra en reparler plus tard, éventuellement. Et donc, en fait, il y a un moment, je me dis, bon, peut-être qu'elle est justifiée, quoi. Et donc là, je continue à aller sur Twitter, et donc je commence à vouloir me rassurer, en fait. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, là, on peut trouver de tout et n'importe quoi, en fait, sur Twitter. Il y a des choses qui peuvent... il faut clairement faire, en fait, une analyse. Si on analyse, on a des biais et tout, etc., et ça, il n'y a pas de problème, mais il y a une analyse. Mais si on cherche juste, par exemple, à un moment où je tombe, par exemple, là-dessus, et là, en fait, c'est un mec qui montre qu'on est dans un schéma qui est en train de se répéter, et que demain, ça veut dire que demain, on va monter, pourquoi pas ? Seulement, là, par exemple, il en a fait une autre. Pareil, on est sur un schéma qui se répète exactement. C'est exactement la même chose. Et donc, si on reste juste sur ce schéma-là, on se dit, tout va bien, tout roule, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, ça va marcher, quoi. Et donc, on se rassure. Sauf que là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut essayer de prendre les choses dans un contexte global et commencer à analyser et réfléchir. Parce que si on ne réfléchit pas, on se rassure, et c'est là où on commet les plus grandes erreurs, parce que du coup, on refuse aussi de peser le pour et le contre, et de voir les choses dans son ensemble. Et donc, à un moment, je tombe sur ça, c'est-à-dire, en gros, la M2 globale, c'est la liquidité globale qui se déverse sur le marché, et tout le monde commence à dire ça. En gros, il y a la liquidité globale qui arrive sur les marchés, et donc le Bitcoin a à peu près, c'est aux alentours de 70 jours de latence, on va dire ça comme ça. La liquidité se déverse, et il y a 70 jours pour que le Bitcoin commence à monter, et les marchés en règle générale. Et je vois beaucoup de gens dire ça. Et donc je me dis, il y a beaucoup de gens sans doute qui sont exactement comme moi, en train d'essayer de se rassurer, et qui ont la flemme ou qui ne peuvent pas faire une analyse globale. Et là je me dis, c'est chaud, parce que là je me dis, parce que je vois quand même les gens, je tombe là-dessus en fait. Ils ont peur. Et là je tombe là-dessus. Et ça c'est l'incertitude au niveau politique, économique aux États-Unis. Et là on atteint des niveaux. On va mettre au niveau max. On atteint des niveaux records quand même. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on est quand même à des niveaux records. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup, en fait. À des niveaux comme on est, là, il n'y a eu que 2 fois avant. Donc, en fait, là, c'est chaud. Et du coup, quelque part, en fait, tout ça, c'est justifié. Je commence à me dire, tout ça, c'est justifié, donc il va falloir que je me plonge dans la macro. Et je commence à regarder d'un peu plus près. Et là, la dette américaine, elle est colossale. On est à plus de 1000 milliards de remboursements juste en intérêts par an. C'est juste énorme.
c'est un énorme fardeau en fait, qui pèse sur l'économie. Et donc, en fait, on a le taux d'emprunt à long terme. C'est en gros les obligations sur 10 ans. C'est beaucoup trop élevé. Il y a, donc, du coup, Trump doit absolument faire baisser le taux d'emprunt, le bond sur 10 ans, pour réduire les coûts de la dette, en fait. Sauf que s'il fait ça, eh ben, les marchés ne vont pas du tout apprécier, ils vont complètement dévisser. Parce que c'est comme ça que ça marche. À ce moment-là, ok, je me dis, c'est chaud, quoi. Genre, là, c'est chaud. Là, c'est même très, très chaud. Parce qu'il a été élu, en fait, Trump, pour ça. Comme il a été élu aussi pour mettre des tarifs douaniers. Et les tarifs douaniers qu'il est en train d'imposer, bon, certes, il y a des négociations avec le Canada par rapport au pétrole, il y a avec le Mexique, enfin, etc. Sauf qu'au-delà de ça, par exemple, par rapport aux droits de douane de l'Europe et de la Chine, c'est surtout, en fait, pour le déficit commercial. Et en fait, pour America First. Et America First, c'est la protection en fait, de leur industrie nationale. Donc jusqu'ici, il va continuer à pousser dans ce sens-là. Donc il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas du tout s'arrêter. Et en fait, on a quoi d'autre ? On a la Fed qui refuse du coup de baisser les taux directeurs. Parce que qui dit la baisse des taux dit relancer les planches à billets et donc injecter des liquidités dans le marché. Et donc forcément, le marché va monter. Et en fait, là, je commence à me dire, ouais, là, c'est chaud. Et je vois aussi que la Chine commence à ralentir. On est au bord de la récession et je vois le mot récession qui arrive, même aux États-Unis, etc. Et si c'est le cas, là, ça va complètement craquer. Et là, c'est vraiment chaud. Parce que du coup, c'est même pas, on pense même plus au bull run, c'est le bear market et on va direction la cave, littéralement tout droit. C'est quand je dis tout droit, vous avez compris, mais c'est vraiment, c'est mort. Il n'y a plus besoin de penser. Est-ce qu'on va faire combien de multiples ? On va calculer le portefeuille. Enfin, tout ça, c'est terminé. On va aller droit dans le mur avec une chute brutale et c'est terminé. Donc en fait, à ce moment-là. Là, du coup, quand je vois tout ça, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir des marchés ? Au moins voir de quel côté ça va partir. Et au pire, se repositionner ensuite. Mais pas rester exposé comme ça, parce que rester exposé, c'est chaud, parce que mentalement, c'est très dur. Ce bull run, il n'est pas du tout comme les autres, parce qu'on a les institutions aujourd'hui qui sont présentes. Et donc, on ne joue plus du tout avec les mêmes règles. Là, on est usé pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné. Ils sont sortis des marchés où ils se sont fait littéralement liquider. Donc, ils n'ont même plus de liquidité pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et donc, je me demande, avec tout ça, est-ce qu'il ne serait pas bien de pouvoir sortir et de voir quoi, ce qui va se passer, quoi. Genre, parce qu'honnêtement, ouais, à ce moment-là, je doute, clairement. Je me dis, ça pue le truc. Ça pue de ouf. Malgré que le Bitcoin, et ça que je disais au début, il se maintient quand même à 86 000. On n'est pas non plus où le Bitcoin est à 40 000, mais malgré tout ça, au niveau macro, ça sent pas bon du tout en fait. Et donc là, dans mon désespoir, je tombe sur une petite vidéo short d'un mec qui a pris Trump. Il lui a posé une question et il lui a demandé, je sais plus quoi. Et Trump lui répond, c'est la seule chose que j'ai retenue. Il lui dit, le pétrole, quand je suis arrivé, est à $82. Aujourd'hui, il est à 70. À ce moment-là, ça me fait tilt. Je me dis, ah ouais, c'est vrai ça ? Et donc, je vais aller regarder. Donc, je vais checker. Et on voit un pétrole, en fait, qui est à 70, quoi. Et que quand il est arrivé, on était aux alentours de 81, 82. Et depuis, on est descendu. On est descendu jusqu'à toucher même les 68 $ le baril. Je vois dans la foulée un rapport, parce que du coup je check, et à ce moment-là je tombe sur un rapport de la JP Morgan et de Morgan Stanley qui disait, c'est des banques d'investissement, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui disait justement qu'il pourrait voir un pétrole à 55 $. Alors il ne faudrait pas le souhaiter, parce que sinon ça veut dire récession, parce qu'il y a un prix plancher en fait au niveau du pétrole. On est aux alentours de 70 $. Si on descend en 70 $, comme on l'a fait pendant la période Covid, là c'est mort.
Là, il y a tout qui dévisse et là, c'est catastrophique pour les marchés. Mais en fait, tant qu'on reste au niveau des 70, moi, je me dis, à ce moment-là, ça me fait tilt et je me dis, bon, c'est vrai que le pétrole, c'est quand même un pétrole bon marché, c'est un levier macro ultra puissant, mais vraiment ultra puissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand l'énergie, elle est peu chère, ça réduit les coûts des entreprises et des ménages. En gros, ça réduit les coûts de transport, ça réduit les coûts de production, ça réduit les coûts du chauffage. Tout devient moins cher. Et si tout devient moins cher, ça agit directement sur l'inflation globale. Et je vous disais quoi tout à l'heure ? Nous, ce qu'on veut, c'est que la Fed réimprime de l'argent et envoie des liquidités sur le marché. Et pour que cela se produise, il faut que l'inflation soit basse. Il faut baisser l'inflation. Mais une énergie peu chère pousse justement l'inflation à la baisse. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, je me dis, est-ce que c'est un espoir vite fait ou c'est clairement quelque chose ? Et donc, en fait, à ce moment-là, je me dis, on va checker quand même le dollar. Parce que je me dis, vu que le pétrole, il est adossé au dollar et tout, etc., et qui dit, en fait, un dollar faible, dit aussi good news pour les marchés financiers. Parce que énergie peu chère et monnaie pas chère, on arrive sur quelque chose où c'est youpi tralala pour les marchés financiers. Donc, je vais checker le dollar. Et pareil, le dollar, en fait, tombe. Il perd de la force. Et donc, c'est super. Donc, c'est encore une bonne nouvelle, en fait, finalement. Je commence à me dire... en fait, tout ça, c'est plutôt cool, en fait. Genre... c'est très bien. Et finalement, là, il y a certains qui vont me dire, oui, mais d'accord, mais les tarifs douaniers de Trump qui va continuer à imposer, etc. Bon, ok, ça augmente les coûts des biens importés. Ça pousse l'inflation du coup à la hausse, pour le coup. Mais ils font partie mais ça fait partie d'une stratégie beaucoup plus large. En gros, Trump, il a été élu pour réduire le déficit commercial, pour protéger les emplois et les industries américaines. Et donc, en fait, certes, ça fait augmenter l'inflation, mais si l'énergie reste bon marché, ça peut complètement compenser l'impact. Mais complètement. Plus le dollar. Et donc là, on arriverait où finalement, les tarifs douaniers, c'est pas qu'on ne le compterait pas, mais c'est juste que finalement, c'est peut-être pas si puissant que ça. Et donc, en fait, à ce moment-là, je me dis, on va regarder l'inflation. Et donc, l'inflation, elle est en chute. Elle est en chute totale. Donc, ça veut dire que ça continue de confirmer ce que j'étais en train de me dire, en disant, bon, tout ça, en fait, est en train d'agir, en train de le voir, même s'il y a un décalage entre le moment où il y a la prise de décision et donc, et au moment où ça se matérialise directement dans l'économie réelle, et qu'on le voit et qu'on peut le matérialiser, il y a quand même un décalage entre 3 et 6 mois. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, il y a 6 mois, on était quand ? Et donc, il y a 6 mois, en fait, on était en novembre. Et Trump a été élu en novembre. Donc, à supposer qu'il passe en fait une sorte de deal ou qu'il commence déjà à diriger à ce moment-là, ce qui est possible, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans les petits papiers, j'en sais rien. Mais il serait possible que Trump, à ce moment-là, ne gouverne pas en façade, mais gouverne déjà en coulisses sur les grands leviers, comme le pétrole, qui est un macro extrêmement important. Et donc, il aurait pu dire, on commence à produire plus de pétrole. Qui dit produire plus de pétrole, dit une surabondance de pétrole. Et qui dit surabondance de pétrole, dit une baisse du prix du pétrole. Et sauf que tout ça se matérialise sur quelques mois de différence. Et donc je me dis, bon, on va regarder si déjà il y a quelques temps, il y a réellement en fait une demande qui s'est créée, en tout cas qu'on a une production supplémentaire au niveau du pétrole. Donc je vais checker. Et là on voit quoi ? Qu'on a atteint des niveaux 2024, on a atteint plus de 13 000 barils par jour en fin 2024. Je check ensuite les prédictions. Et il y a des prédictions qui disent en 2025, on va continuer sur cette même tendance pour atteindre 14 000 barils par jour. Donc on est clairement sur cette tendance. Et si on estime que Trump a pris ces décisions-là en novembre, ça fait à peu près 6 mois. Pour avril-mai, ça fera 6 mois. Donc ça veut dire qu'on est exactement pile au moment charnière où soit ça décolle,
ce que je commence à me dire clairement, qu'en fait, on est complètement dans une phase de creux avant le vrai rebond qui va complètement y aller. Parce que là, du coup, au niveau macro, ça sent plutôt bon tout ça, en fait. Ça confirme, en fait, qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter. C'est juste beaucoup de peur sur les marchés qui font lâcher, en fait, les petits porteurs, ceux qui ont beaucoup de peur, etc. Et donc, ils quittent les marchés. Et à ce moment-là, je reconnecte avec le début et je me dis, les gens ont peur. Mais peut-être que c'est voulu tout ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas tous gagner sur les marchés. La plupart des gens, pendant un bull run, 90% des gens, 90% des personnes ne font pas de bénéfices, de gains au niveau du bull run. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas sortir. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Mais aussi, à contrario, il y en a beaucoup qui ne savent pas... parce qu'investir au début, c'est bien, mais il faut quand même investir quand on est au bottom, au plus bas. Et ça, c'est dur. Quand la peur, elle est extrême, comme actuellement, la plupart des gens, ils quittent le bateau. Ils s'en vont ou ils se font liquider. Il y a personne, il y en a très peu actuellement qui vont se dire tiens, je vais investir, je vais tout mettre sur le Bitcoin ou sur des altcoins, etc. Déjà, je lui dirais ouais, faut être un peu taré si on rentre juste maintenant dans le marché. Parce que vaut mieux attendre une certaine tendance. Mais nous, dans notre cas, qui sommes déjà en fait dans les marchés, autant attendre. Parce que là, en fait, ça s'annonce plutôt bien. Et j'ai l'impression que tout ça fait que on est vraiment en train de pousser les gens à en fait abandonner, à capituler, comme on l'a toujours fait au niveau financier, pour laisser le plus de gens sur le carreau et qui perdent en fait le bottom et qu'ils investissent, en fait, ils rentreront exactement quand on arrivera au top. En fait, on est vraiment dans la manipulation. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire le classique. On a une poussée baissière. On fait croire à tout le monde que c'est terminé, capitulation, etc. Les gros investissent à ce moment-là, à un prix qui est bas. Le marché commence à pumper. Et là, les petits investisseurs, les particuliers, les retails, arrivent et commencent à investir, mais déjà, on arrive déjà au top. Les gros, à ce moment-là, sortent. Il y a le rallye haussier. Personne ne sait quand sortir. Et c'est catastrophique. Et là, en fait, ça dégringole. Et ça se fait ça en quelques semaines. Ça dégringole, c'est terminé. Les gens ont tout perdu. Et les seuls qui ont réellement gagné, c'est les grands investisseurs. Les baleines, etc. Grâce à la peur. Et en fait, grâce à la masse. Qui ont peur et qui font tous la même chose et ils vont tous dans la même direction. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, le pétrole bon marché freine l'inflation globale. La Fed, finalement, finit par assouplir et donc injecte des liquidités vers les actifs, donc en gros vers les marchés financiers. Un dollar faible attire les capitaux. Et en fait, au niveau institutionnel, on revient au début où tout est positif. Et tout est positif. Et en fait, si on check un peu plus, là on regarde par exemple l'index Fear and Greed, mais si on pousse un peu plus, parce que je me dis, il y a d'autres indicateurs. On voit que par exemple les puts, donc en gros on est à des niveaux records. C'est-à-dire que tout le monde, mais à des niveaux records, tout le monde est en train de shorter, pense qu'on va aller à la baisse. Tout le monde. Là on arrive sur des nouveaux records. On est sur... ça c'est un autre indicateur qui montre quand on est sur un bottom et un retournement. On arrive à des niveaux qui a été touché que 3 fois auparavant. Et 3 fois depuis les années... c'était en 1990 la dernière fois. Et donc là, vous vous dites, mais... Là, je me dis... Bah ouais, là, on est sur un rebond. On est dans un creux, là. On est dans le creux de la vague, et là, ça va y aller, en fait. Ça va se retourner, en fait. Ça va clairement se retourner. Je continue à checker. Pareil, là, on a trouvé un autre indicateur sur le SP500, où en fait, à chaque fois qu'on touche, on touche les 30. C'est-à-dire, c'est arrivé 1, 2, 3, 4 fois. On arrive sur des creux. Et en fait, tout ça, ça commence à clairement confirmer le truc. Et je me dis, quand on prend ici, au niveau max, on arrive aussi avec l'incertitude au niveau politique américain. On arrive à des niveaux pareils. 1, 2. Il n'y a jamais eu plus que ça. Il n'y a jamais eu... le niveau n'a jamais été touché plus de 2 fois auparavant. Et donc à ce moment-là, je me suis amusé à comparer ça avec le pétrole.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça d'ailleurs, mais je me suis dit, et si on compare le truc, est-ce on verrait quelque chose? Et en fait, on se rend compte que à des niveaux comme ça, là on est dans... Donc là j'ai mis, j'ai même pas expliqué. En gros ici j'ai mis le graphique qu'on retrouve ici. Non, pas celui-là, qu'on retrouve ici. Donc l'incertitude, je le prends et je le mets juste en dessous du pétrole, que je vous avais mis ici. Et donc là, quand on voit, on arrive à des niveaux d'extrême d'incertitude. On est dans un creux. Rebond, c'est reparti. On continue. À des niveaux extrêmes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, où est-ce qu'on a un niveau extrême? Ici, creux, on repart. Ensuite, ici, creux, on repart. Ici, creux, on repart. Voilà. Et on peut continuer. Et là, je me trouve en année 2001, 2003. Donc là, c'est quoi? Les marchés financiers 2001, donc les tours jumelles. Là, on est où? En 2020, 2003, donc Irak. Voilà. Là, il se passe quoi? 2008, 2009, donc ça doit être la crise. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Voilà, et après, bon, il faudrait après zoomer, en fait. Et là, on a les grandes tendances. Et en fait, ici, quand on rezoome, du coup, vers nous, on a quand même deux. On a 1 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, je commence à me dire, on est clairement à l'aube, sans doute, d'un retournement, et un gros retournement. Parce qu'en fait, tous les signaux, là, aujourd'hui, sont dans une upper extrême, et techniquement, c'est censé se retourner. Maintenant, est-ce que ça va être le plus grand bull run du jamais vu, etc. C'est possible, parce que là, franchement, c'est pas mal. Mais aussi, il faut savoir, et attention, c'est là où, attention, parce qu'on est quand même à la croisée des chemins, comme je vous disais, si Trump décide de faire tomber du coup les bonds de 10 ans, bah là par exemple on y est quoi. Donc ça j'ai enlevé ça. C'est-à-dire que là on est beaucoup trop haut, ça c'est les bonds à 10 ans, les obligations, donc le taux il est beaucoup trop haut, il va falloir le faire descendre si on veut en fait réduire la dette. S'il décide de faire ça, c'est terminado todo, tout le monde rentre chez soi, avec un portefeuille aussi maigre que je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera terminé. En revanche, si tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure se confirme, eh ben, on risque de connaître un scénario haussier. Et on est à l'aube d'un retournement. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Ça pourrait arriver dans les prochaines semaines. Est-ce que ça pourrait arriver un peu plus tard? Je ne sais pas parce que, par exemple, en fin d'année, ce serait possible. Mais le problème, c'est qu'il faudrait réintégrer déjà ici. Et en fait, ça me semble un peu compliqué que ça soit en fin d'année. C'est possible. Il faudrait voir d'ici là, j'en sais rien. Mais d'un point de vue, avec tout ce que je vous ai expliqué, je miserais sur un scénario haussier, là à court terme. Quand je dis court terme, c'est pas demain, c'est dans les prochaines semaines. Parce qu'on a un pétrole bon marché qui va pousser en fait l'inflation globale à la baisse. Et donc à ce moment-là, on a la Fed qui va devoir assouplir sa politique et injecter des liquidités vers les marchés financiers. On a un dollar qui est faible et donc ça attire les capitaux. On a tous les signaux institutionnels qui sont au vert. Et il y a une peur tellement extrême, comme je vous l'ai montré, mais vraiment extrême, qu'en fait, ça peut pas descendre tout droit dans tous les cas. Ça monte jamais tout droit, mais ça descend jamais tout droit non plus. Donc je me dis, on est dans un rebond dans tous les cas. Dans tous les cas, il va y avoir un rebond. Maintenant, c'est la force du rebond. Est-ce que ça va être un vrai rebond et on va vraiment aller taper le Bitcoin à 140 000? Ou est-ce que c'est un rebond et ensuite, ça sera le bear market? Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rebond qui va arriver. Un vrai rebond. Ce qui fera qu'on fera quand même des gains sur notre portefeuille. Et donc, il faudra sortir correctement et prendre des gains pendant le rebond. Et voilà. Le truc qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais au début,
on a quand même... Il faut se positionner sur les leaders de narratif. Donc en gros, RWA, la DePIN, l'IA, parce qu'en fait, il y a des millions et des millions de cryptos. Il y en a même beaucoup trop. Et donc, quand les liquidités vont arriver, vous imaginez bien que ça ne va pas arriver sur toutes les cryptos, et toutes les cryptos vont faire des fois 100, des fois 10. Ça n'arrivera pas. Pour que certaines cryptos fassent des fois 10, des fois 20 ou plus, il faut que d'autres ne fassent pas deux fois 10. Et donc, les banques d'investissement et les investisseurs, les grosses baleines, ne vont pas aller chercher les pépites ou le même coin que tout le monde s'en fout et qui n'a aucun fondamental. On va arriver sur des choses même dans l'incertitude, car au niveau global, ça sent pas bon, parce qu'il y a une grosse dette, comme je vous disais, etc. Mais là, tout de suite, on peut avoir un rebond, un rallye haussier, qui peut être à notre avantage sur du court terme. Et donc, il faudra profiter de ça. Et à ce moment-là, dans l'incertitude, on veut quand même investir dans des choses qui sont fondamentalement posées sur de bonnes bases. Et les choses qui sont basées sur de bonnes bases, c'est avec de gros fondamentaux. Et donc, il faut se mettre sur des cryptos où il y a réellement un fondamental qui est solide derrière, avec une vraie tokenomics, et de bonnes news aussi, etc. Et donc prendre vraiment les leaders de narratif. Leaders de narratif en IA, leaders de narratif en RWA, leaders de narratif en DePIN. Et à ce moment-là, quand l'alité va arriver, ça va toucher du coup ces cryptos-là. Et ce qui fera pumper littéralement votre portefeuille. Donc voilà à peu près pour ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut se préparer au rebond. Je ne sais pas si on va aller atteindre des sommets qu'on n'a pas atteints encore sur le Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que tout de suite maintenant, il faut qu'on intègre faut qu'on passe cette résistance et qu'on retourne au-dessus des 91 000, 92 000 et très rapidement. Si c'est pas le cas, ça va être compliqué. Si les bonds à 10 ans décrochent, et donc c'est que Trump aura pris la décision de faire cracher les marchés, et donc à ce moment-là, ça sera aussi fini. Mais si tout le reste que je vous parlais par rapport au pétrole, et donc ça c'est des fondamentaux macro qui sont vraiment en dessous, et qui drive des choses vraiment au niveau fondamental, eh bien à court terme on pourra avoir un rebond et quelque chose d'énorme qui peut se produire. Énorme à quel point, j'en sais rien, mais en tout cas assez pour faire des profits, et durant la montée il faudra prendre des profits dans tous les cas. Et à ce moment-là on pourra aller regarder du coup les données on-chain, parce qu'on sera de nouveau dans une tendance haussière. Les données on-chain et les métriques sont superbes quand on est dans une tendance. Actuellement on est dans une incertitude totale, et c'est pour ça que la plupart des gens en fait ne savent pas quoi vraiment analyser, parce que faire de la macro c'est beaucoup plus compliqué de connecter ensuite avec les données on-chain. Et c'est pas juste une question de liquidité globale. Parce que la liquidité globale, c'est pas Jérôme Powell se lève le matin et dit tiens, je vais imprimer de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut essayer de creuser. Je dis une fois de plus que je n'ai pas de boule de cristal. J'ai essayé de suivre un cheminement qui me semblait le plus logique. Maintenant, je peux totalement me tromper, et on le verra dans les prochaines semaines. J'espère en tout cas ne pas me tromper. D'ici là, portez-vous bien, et bonne journée ou bonne nuit, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous.